Et si vous prenez cette famille-là, vous dites, mais il n'y a pas qu'elle. Regardez ici. Bon. Elle m'a fait perdre le fil. Alors, oui, regardez ici ces personnes-là. Encore une fille d'une femme atteinte qui a des enfants atteints mais qui n'est pas notée atteinte, et même chose ici. Donc on pourrait, si on se risquait à calculer la pénétrance dans cette famille, dire qui à coup sûr a le gène, l'allèle mutant, c'est sûrement les personnes atteintes, donc on va dire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, elle a sûrement le gène, elle a un parent atteint et un fils atteint, 10, 11, même chose, 12, est-ce qu'il y en a d'autres qui, à votre avis, sont à coup sûr hétérozygotes et n'auraient pas le phénotype? Oui, alors ceux-là, c'est un petit peu particulier parce qu'on peut plus les examiner, on ne les a pas connus, c'est la génération des arrière-grands-parents, mais c'est certain qu'ils avaient le gène, ces deux femmes, et très certain qu'à la génération 1, il y en avait un des deux qui était hétérozygote. Mais là, c'est très difficile de savoir s'ils manifestaient ou pas parce qu'ils sont morts. D'accord? On va pas... Alors, on le sait parfois, vous avez des photos, vous avez des documents médicaux, des dossiers, et souvent le généticien fait un peu le Sherlock Holmes des histoires familiales avec les familles en essayant de récupérer des éléments qui laissent penser ça. Mais en gros, vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 personnes, si je calcule bien, qui sont à coup sûr hétérozygotes, et seulement 9, ou je ne sais pas quoi, 10 d'entre elles, ou 9 d'entre elles, pardon, seulement 9 d'entre elles ont la mutation. Donc vous dites, dans cette famille, la pénétrance, ce serait 9 sur 13. Pénétrance, je ne sais pas quoi, ça fait qu'à 70%, un truc comme ça. D'accord, vous voyez ce que c'est? Alors, la grosse difficulté de cette affaire, c'est que la pénétrance, pour déclarer que quelqu'un, à coup sûr, n'est pas atteint, ça va dépendre, bien sûr, de l'âge de la personne. Je vous l'ai dit, c'est très difficile chez un enfant qui naît dans cette famille-là, de savoir s'il est atteint ou pas. Évidemment, s'il est truffé de taches café au lait, que sa mère ou son père est atteint et qu'il a une déformation squelettique, il a les critères, il est atteint, ne serait-ce qu'à 6 mois, on le sait. Mais souvent, ce n'est pas du tout ça. Et heureusement pour eux, il y a une tache café au lait. Est-ce que c'est la tâche banale de tout le monde ou est-ce que... vous voyez, on est sur des difficultés d'affirmation diagnostique. Donc, difficultés selon l'âge, difficultés aussi suivant les manifestations, puisqu'il y a des gens qui vont avoir des manifestations très flambantes et il n'y aura aucun doute sur le fait qu'ils sont atteints, et d'autres qui, au contraire, auront des manifestations très, très modérées. Donc, la pénétrance va dépendre, la véracité du défaut de pénétrance va dépendre de l'âge des personnes et va dépendre aussi des moyens que vous vous donnez pour investiguer ces personnes. Si vous ne les avez pas vues, ces femmes, si c'est juste des oui-dire, si cette dame-là, 4... vous savez comment on dit sur les arbres généalogiques, hein, on l'a fait ça, 1, 2, 3, 4, 5 en chiffres romains, ce sont les générations en partant du haut, et en partant de la gauche, 1 et 2. Donc 2, 3, c'est cette personne-là. Génération 2, troisième position sur l'arbre généalogique. D'accord ? Cette personne ici, il y a un piège évidemment, c'est 4. Ici, là, ce monsieur. C'est 4, 10, parce qu'il est 1, 2, 3, et 6, 9, 10, parce qu'il y a 6 enfants. Un losange avec 6, ça veut dire qu'il y a 6 enfants, vous n'avez pas mis le sexe. Vous n'êtes pas embarrassé de ça parce que vous êtes sûr qu'ils vont bien ou vous ne savez pas. D'accord ? Donc voilà comment on désigne les personnes sur les arbres généalogiques. On vous dit souvent dans vos petits exercices, 4, 2 à ça, 3, 8 à ci, calculer je ne sais quoi. Bien, donc si l'état de bonne santé de cette personne 4-10 et de sa cousine issue de Germaine 4-12 est juste un oui-dire de cette nièce elle n'a pas examiné ses tantes, elle ne les a pas foutues à poil pour voir s'ils avaient des taches café au lait, ça se fait moyennement dans les familles, ça. Donc on ne sait pas, en fait. Donc il vaut mieux à ce moment-là mettre un point d'interrogation. Vous ne pouvez pas vraiment appréhender cette question de pénétrance sans vous être donné les moyens de l'investiguer à l'âge où vous l'investiguez. Et par exemple, les nodules de Lisch dont je vous ai parlé tout à l'heure sont un très très bon critère de neurofibromatose, c'est-à-dire que si on a ça dans l'iris à 20 ans, c'est sûr que c'est une neurofibromatose,
et si on ne l'a pas à plus de 20 ans, c'est quasiment sûr que ce n'est pas une neurofibromatose, mais ce critère n'est valable qu'à 20 ans. On peut l'avoir plus petit. Si vous le trouvez dans l'œil d'un enfant de 8 ans, très bien, vous avez affirmé les choses, mais sa valeur prédictive est faible à 8 ans, alors qu'elle est très forte à 20 ans. Et ça, vous comprenez bien que toutes ces affaires-là rendent délicate la consultation de génétique pour affirmer, par exemple, si vous êtes consulté par 5-2, ce monsieur dit, moi j'ai une sœur qui est atteinte, j'ai une grand-mère qui est atteinte, ma mère, apparemment, on ne lui a rien trouvé, c'est souvent ça se dit comme ça, mais moi, docteur, est-ce que j'ai un risque pour moi et pour mes enfants? Et c'est une question vachement importante. Pour lui, est-ce qu'il doit être surveillé, etc. Donc vous voyez que ce n'est pas très facile. Alors vous l'examinez, vous voyez rien, pas de tache café au lait, pas de neurofibrome. S'il a 20 ans, vous êtes à peu près sûr de votre affaire, mais s'il a moins que ça, ce n'est pas évident. Donc l'évaluation de la pénétrance dépend des moyens que l'on se donne pour la rechercher et de l'âge auquel on l'étudie. Le gène qui est responsable de cette... C'est clair, ça c'est des notions vraiment importantes. Et c'est de la vie courante de génétique dans plein de maladies. Hein. La variabilité d'expression, c'est la règle. Hein. Ce qui est rare, c'est l'homogénéité d'expression. Le gène NF est encore un peu plus grand que le gène mucoviscidose. C'est la taille des grands gènes humains. La dystrophine, on en parlera demain, jeudi je crois, pour la myopathie du chêne. C'est le champion du monde, c'est le recordman. Puis vous avez des utrophines ici. NF, on est sur un gène qui fait 350 kilobases, donc c'est par rapport à notre gène moyen, c'est un grand gène. CFTR, dont on a parlé la fois dernière, 250 kilobases. Donc on est dans la population, en pourcentage ici, c'est le pourcentage de gènes du génome humain qui ont cette taille-là. Donc vous voyez, on est dans 4% des gènes les plus grands. Sinon, pour le reste, c'est un gène comme un autre, avec un grand nombre d'exons, je ne sais plus combien. Et il y a une particularité que je vous signale, parce que ce n'est pas si banal que ça. À l'intérieur de ce gène, il y a d'autres gènes, comme les poupées russes. Il y a dans un intron du gène NF1, on l'appelle NF1, encore une fois à cause de la maladie, c'est pas très malin, mais c'est comme ça. Dans un intron du gène NF1, il y a 3 petits gènes qui sont codés par l'autre brin et qui sont à l'intérieur de ce gène, avec leurs promoteurs, leurs 2 exons à chaque fois, etc. Donc c'est un truc assez curieux, des gènes en poupée russe comme cela. Mais on ne va pas épiloguer là-dessus, et on va passer sauf si vous avez des questions, pénétrance, expression. Ça, c'est un truc très important, très très important. C'est bon? On avance? Alors, mécanisme de la dominance. C'est comment interpréter un truc qui instinctivement apparaît très simple. J'ai un allèle mutant et un allèle normal et j'exprime la maladie. C'est pas si évident que ça. Quand vous êtes dans le modèle récessif, vous avez 2 allèles mutants. Moi, j'ai tout perdu là. Homozygote delta F508, j'ai 2 allèles sévères. Ma protéine n'est pas produite. Je comprends très très bien que ça ne marche pas. Mais là, il persiste un allèle tout à fait standard, tout à fait normal, tout à fait fonctionnel. C'est pas si... Il y a l'instinct qui dit, ouais d'accord, bon, c'est un avion à 2 moteurs, il se plante quand il y a un seul moteur. Ça, c'est la perte de fonction. Et puis, il y a la réalité qui fait que c'est pas si évident que ça, que ce mécanisme soit écrasant. Müller, qui est un savant américain qui avait travaillé sur la question, qui est, je crois d'ailleurs, le prix Nobel là-dessus, a fait des mutants radio-induits. Vous savez, en mettant des rayons, en balançant des rayons à des lignées cellulaires ou à des animaux, et d'obtenir des mutations, et de voir ensuite, en croisant ces animaux, quel type de phénotype on l'obtenait. Ça a été fait de très longue date, au début du siècle dernier, par Morgan sur la drosophile. Et puis, Müller avait conceptualisé cette idée de dominance en disant, retenez pas ça par cœur, mais c'est intéressant parce que c'est quand même les années 30, si je puis dire, l'ADN n'existait pas, on en était très très loin, hein. N'était pas découvert, bien sûr. Avait déjà, à son époque, rendu cette question intelligible en disant, bah, si l'allèle sauvage c'est A et l'allèle mutant c'est B, ma théorie c'est qu'il y a différents types de B. Les allèles, ça s'appelait à cette époque
les allélomorphes. Allélomorphes, c'est pour ça que les formes différentes, on a simplifié en disant les allèles. Allélomorphes, c'est les formes variables à un même locus. Un allèle, vous avez une définition d'un allèle. Un allèle, c'est vraiment, c'est une définition extrêmement élémentaire. Un allèle, c'est les formes variables à un même locus, à une même position du génome. Donc l'allèle, ça ne préjuge pas du tout que c'est un gène, ça ne préjuge pas du tout que c'est un polymorphisme, c'est juste de dire à cette position du génome, à cette même position du génome, je peux avoir des formes variables de la séquence d'ADN, pour faire clair. Et c'est là que vous avez les SNP, Single Nucleotide Polymorphism, c'est des allèles. SNV, c'est un allèle très rare, Single Nucleotide Variant. CNV, c'est des nombres de copies différents. Pour un gène, vous allez avoir allèle mutant, allèle normal. Bref, ça ne préjuge en rien d'autre chose qu'à une position déterminée du génome, j'ai deux formes alléliques. Ou 3, ou 4, ou 10 d'ailleurs. J'ai des allèles. Donc, nos allélomorphes, Müller avait dit, il y a les amorphes. Les allélomorphes, amorphes, il n'y en a pas. B égale 0, il n'est pas produit. Il y a l'hypomorphe, l'allèle hypomorphe. B est produit, mais vraiment beaucoup moins que A. Il avait imaginé un autre truc, c'est qu'il y avait une surproduction de l'allèle B, il était hypermorphe. Aujourd'hui, on rattache un petit peu cette notion à la notion de gain de fonction, vous allez voir. Il avait conceptualisé un allèle antimorphe, qu'on appelle aujourd'hui l'effet dominant négatif, c'est-à-dire un allèle existe, il est mutant, mais son rôle, si je puis dire, c'est non content de ne pas très bien fonctionner, il va perturber l'allèle A. Il est dominant négatif. Müller avait appelé ça antimorphe. Et néomorphe, c'est un allèle B qui fait adopter à sa protéine, ou à son ARN d'ailleurs, une forme totalement nouvelle. Autre chose. Il va fabriquer autre chose que ce qu'il était conçu pour fabriquer. Et vous avez ici donc deux éléments que l'on retrouve dans la perte de fonction. Je marche moins bien que je ne le voudrais, amorphe et hypomorphe. Deux éléments qu'on va retrouver dans le gain de fonction. Je marche trop bien ou différemment, hypermorphe et néomorphe. Et le dominant négatif, j'aurais dû mettre les équivalents, là, vous le ferez sur la diapo, Madame Renéo. Donc ça, B égale 0 et B inférieur à A, ce serait des pertes de fonction. B supérieur à A et B devient B', ce serait des gains de fonction. Et B va contrarier A, c'est l'effet dominant négatif. On va en voir quelques exemples ensemble. Perte de fonction, on l'appelle parfois haplo-insuffisance. Un haplotype, si on parle de la définition d'allèle il y a un instant, un haplotype, c'est un ensemble d'allèles à un même locus, c'est-à-dire un même locus, c'est quelque chose qui est indistinguable à la recombinaison. Il n'y a pas de recombinaison à l'intérieur d'un locus, mais un locus, ça peut faire 20 kilobases, 50 kilobases. Donc, à l'intérieur de ce locus, vous pouvez avoir des variants différents. C'est un ensemble d'allèles qui sont en 6, donc la question m'a été posée, 6 et trans, 6 c'est juste sur le même brin d'ADN, et vous définissez un haplotype, c'est-à-dire un typage génétique avec plusieurs allèles qui sont sur le même brin d'ADN. L'allèle mutant accompagné d'un polymorphisme et d'un autre polymorphisme de l'autre côté, puis d'un microsatellite qui vous donne ça, et ça c'est un haplotype. Haplotype, ça vient de génotype haploïde. Haplotype, génotype haploïde. C'est-à-dire le génotype en 6 sur un brin de chromosome à un même locus concernant plusieurs allèles. Bien. Haplo-insuffisance, ça veut dire que j'ai perdu l'ensemble de la région. Ça peut être une délétion, par exemple. Et très souvent, on utilise de manière indifférente le terme perte de fonction pour parler plutôt d'un amorphe, il n'y a rien du tout, ou d'haplo-insuffisance. Est-ce qu'on a les exemples de ça? Oui, bien sûr, on en a quand même. Évidemment, quand on a une délétion complète du gène, quand vous avez une translocation qui casse un gène et qui emmène l'autre bout sur un autre chromosome, quand vous avez ce qu'on a vu à l'envi, des mutations tronquantes, non-sens, décalage de phase de lecture, d'excision épistale, vous avez une protéine totalement absente ou dégradée. Là, c'est clair, l'allèle qui commandite cet effet est un allèle perte de fonction.
Certaines mutations faux sens peuvent être perte de fonction, certaines petites insertions ou délétions en phase de lecture peuvent l'être aussi. Vous vous souvenez de la mutation delta F508 de la mucoviscidose, c'est clairement une perte de fonction, c'est un allèle sévère pour ce gène et ce modèle récessif, et c'est pourtant une toute petite mutation en phase de lecture. Bref, les mécanismes moléculaires qui peuvent conduire à la perte de fonction sont très variés. Et c'est quelque chose qu'il faut que vous reteniez un petit peu à l'envers. Quand on a un gène de maladie et que les allèles mutants sont très variables, ça laisse suggérer que le mécanisme est la perte de fonction. Il y a 1001 façons d'altérer un gène pour qu'il marche moins bien ou pas du tout. Alors qu'il est beaucoup plus difficile d'imaginer qu'il va avoir un effet gain de fonction pour fabriquer une protéine différente ou une protéine surabondante. Perte de fonction. Bon, ça c'était pour vous dire que c'est des données qui sont extraites de Human Gene Mutation Database, et c'est pour vous dire encore que c'est un mécanisme quand même relativement fréquent dans les maladies dominantes, mais pas du tout écrasant. Il y a ici 27, donc 27 et 23, ça veut dire à peu près 50 000 allèles mutants de maladies dominantes qui sont rapportés dans